Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver lors de cette nouvelle vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Introduction à l'emploi des radioéléments en biologie et en biochimie. Cet ouvrage des éditions Masson de la collection des techniques de laboratoire et de l'œuvre de Sonia Appelgault est préfacé par Raymond Latarjet, le célèbre radiobiologiste et radiophysicien. C'est un petit ouvrage très efficace et très pratique. Un ouvrage seulement de 90 pages. Donc, introduction à l'emploi des radioéléments en biologie et en biochimie. Autre ouvrage donc dans la même collection et chez le même éditeur. Ici donc, introduction à l'emploi des radioéléments en biologie et en biochimie. Voilà la préface de Raymond Latarjet, Sophia Appelgault et de laboratoire Marie Curie de l'Institut de Radium. Laboratoire, il avait lieu donc la découverte de la radioactivité ainsi que le radium et le polonium et également la radioactivité artificielle par Irène Curie et Frédéric Joliot. Les applications donc des radioéléments surtout en analyse chimique et biochimique ont été développés à fond, bien sûr, par le physico-chimiste germano-hongrois Georg von Hevesy et ses travaux lui ont valu, bien sûr, le prix Nobel de chimie en 1943. Donc ici, la table des matières, donc le chapitre 1, notion de radioactivité, définition de la radioactivité, la loi de décroissance, la période de demi-vie, calcul de période de décroissance, l'unité de la radioactivité et la masse de radioéléments équivalente à l'activité de 1 Curie et l'activité spécifique. Chapitre 2 traite les modes de désintégration des isotopes radioactifs. Introduction, désintégration par émission alpha, émission bêta-, émission bêta+, par capture électronique, par émission gamma, par conversion interne. Conclusion, illustration des notions. Chapitre 3 traite les conséquences de la radioactivité, donc l'effet de transmutation et l'irradiation, et conséquences de l'irradiation. Le chapitre 4 traite bien entendu la définition des atomes radioactifs et la mesure de la radioactivité, les erreurs et l'efficacité de mesure et les différents principes de mesure. Le chapitre 5 traite donc les appareils et les techniques de mesure, notamment donc les compteurs de Geiger-Müller, les compteurs à scintillation, les scintillations en milieu liquide et les compteurs à effet Cherenkov. Le chapitre 6 traite les expériences avec les composés radioactifs, le radionucléide et son activité, la discussion des résultats, l'effet isotopique et l'eau tricier avec les précautions à prendre, c'est-à-dire les normes de la radioprotection. Et finalement, l'ouvrage se termine avec des conclusions, un rappel de définition, un glossaire et les ouvrages à consulter. À vrai dire, donc l'effet isotopique, c'est les déplacements qu'on observe par exemple les spectres de raies infrarouges, les spectres micro-ondes, la vitesse des réactions chimiques, ainsi que tout phénomène dépendant donc de la masse de l'atome. Aussi les constantes d'équilibre des réactions, donc c'est l'effet isotopique ou bien on appelle le déplacement isotopique. Ici, à mon propos, quelques extraits de l'ouvrage. Les applications des radioéléments en biochimie, en biologie, donc, sont nombreuses. Donc l'étude de l'analyse compartimentale, l'étude par activation, l'étude des voies métaboliques,
comme la photosynthèse, le cycle de Krebs, la dégradation des acides gras, le métabolisme des acides aminés, le trajet intracellulaire dans le réticulum endoplasmique des acides aminés et des nutriments, ainsi que la protéosynthèse, la dégradation des protéines. Donc tous les phénomènes biochimiques et biologiques, on peut donc les traiter et on peut donc les étudier par les radioéléments, ainsi que les mécanismes des réactions chimiques et la vitesse bien sûr de ces réactions. Voilà donc un extrait très attrayant et des personnifications bien sûr des atomes, des noyaux et des particules. Voilà les conséquences de l'irradiation, donc quelques notions sur la radiochimie, l'autodécomposition des composés radioactifs, ainsi que la chimie des radiations, c'est-à-dire la décomposition et les ionisations bien sûr des composés chimiques par des radiations ionisantes mais provenant de sources externes. Donc ça c'est la différence, bien la petite différence entre la radiochimie et la chimie des radiations. Ici donc une image donc radiographique ou bien autoradiographique du plan méridien d'une solution aqueuse de la thymidine, donc marquée par le carbone 14. Cette expérience du marquage de la thymidine par l'hydrogène 3 et le carbone 14 a été donc utilisée pour étudier la duplication des chromosomes par Herbert Taylor, le découvreur de la duplication semi-conservative des chromosomes. Ici donc les appareils, les dispositifs donc utilisés. C'est donc les différentes solidités utilisées donc pour la scintilliométrie liquide. Schéma de principe d'une installation de scintillation en milieu liquide. Schéma de principe donc d'une installation avec un cristal UI. Ici les spectres de scintillation de l'hydrogène 3 et le carbone 14. Les expériences bien sûr avec les éléments radioactifs. Aussi donc pour les explorations fonctionnelles donc comme la scintigraphie planaire, ainsi que la tomographie à émission de positrons, la tomographie à émission monophotonique, donc la médecine nucléaire tout entière est basée bien sûr sur l'administration ou bien l'introduction des radioéléments dans l'organisme et dans les cellules. Voilà donc la fin de cet ouvrage. Merci de votre attention et nous souhaitons que cet ouvrage soit intéressant pour vous. Attendez-nous dans une autre vidéo et merci encore une fois.